Bonsoir à tous et bienvenue à chacun. Nous sommes donc à mi-parcours de cette université de la vie. Merci de revenir fidèlement chaque lundi. Ce soir, je voudrais saluer d'une façon toute particulière nos amis qui nous regardent depuis l'étranger, en particulier depuis la Suisse, la Belgique, le Mexique, le Liban, les États-Unis ou Abu Dhabi. Cela représente environ 10% des participants. Je voulais aussi vous informer que vous pouvez retrouver une partie des interventions que nous avons écoutées ensemble, quelques morceaux choisis, sur le site internet de l'Université de la Vie, dans l'onglet Médiathèque. Voilà, bien sûr, il n'y a pas l'intégralité des soirées, mais n'hésitez pas à partager ces exposés ou éventuellement à les revoir. La semaine dernière, après le témoignage de Michael Lonsdal, je vous avais proposé quelques travaux pratiques. Souvenez-vous, je vous avais demandé de penser à une personne à laquelle vous vouliez signifier que sa vie a du prix, et puis aussi à une façon concrète de le lui manifester. Et certains d'entre vous nous ont un peu répondu pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait. La majorité d'entre vous, 60%, ont choisi quelqu'un de leur famille, un conjoint, des enfants, éventuellement des frères et sœurs, et puis beaucoup les parents. D'autres ont choisi des amis ou parfois des collègues. Et puis vous avez été assez créatifs, des visites, des coups de téléphone, de la tendresse aussi. Donc bravo pour votre engagement. Alors pendant les 2 dernières soirées, nous avons pris conscience de toutes les ambivalences de notre société, ces tentations de toute puissance, de sélection aussi. Nous avons aussi saisi combien la vie avait du prix, sans faire d'angélisme. Cependant, nous n'oublions pas qu'il y a des souffrances et des épreuves bien réelles. Mais c'est justement dans cette réalité que nous pressentons qu'il y a comme d'autres chemins possibles. Et c'est vraiment ce que nous allons creuser ce soir avec le thème « La vie accueillie ». Pour savoir quelles sont un peu les conditions nécessaires pour accueillir la vie, comment favoriser cette culture de vie. Nous aurons en particulier un exposé de Tugdual Derville sur la famille durable, une intervention de la psychologue Anne Lebrun qui va nous montrer quels sont nos ressorts intérieurs pour faire face aux situations inattendues. Et puis nos grands témoins, ce sera un couple, Cédric et Sophie Baru, un couple peut-être un peu atypique parce que lui porte un handicap depuis quelques mois après leur mariage. Et puis ils ont accepté très simplement de nous parler de leur vie. Pour commencer, la vie accueillie, nous allons faire un premier état des lieux de la situation, accueillir la vie aujourd'hui avec Valérie Boulanger, que j'accueille sur scène. Alors Valérie Boulanger, vous êtes responsable du service d'écoute et d'information SOS Bébé. Ce soir, vous allez nous parler de la façon dont on envisage la grossesse et la maternité dans notre société. Et vous allez nous dire comment ce contexte un peu culturel nous imprègne tous. Voilà, c'est à vous. L'accueil de la vie, c'est bien souvent une question, bien plus qu'une évidence dans notre société aujourd'hui. Et une question complexe. Bien plus que d'accueil de la vie, on parle de désir d'enfant, de le désirer, de le décider, de le programmer, avant même de le concevoir. Et c'est tout un climat culturel qui s'est imposé peu à peu. L'expérience de SOS Bébé, depuis plus de 20 ans, nous donne quelques éclairages pour comprendre ce qui se joue d'une manière générale, sociale, mais aussi dans l'intime de chaque histoire. Et je voudrais décrypter avec vous ce soir ce climat culturel si prégnant, si important, quand il s'agit de maternité et d'accueil de la vie. En 4 grands points. Décider d'avoir un enfant, vivre l'imprévu, sortir de l'injonction du choix, et enfin quelques pistes pour construire un vrai climat d'accueil de la vie. Cette notion de décision volontaire, de choix, c'est ce qui s'impose aujourd'hui et c'est ce qui pèse sur la maternité. Pour envisager une grossesse, il faut d'abord cesser de ne pas la vouloir. Et cela passe le plus souvent
par l'arrêt délibéré de la contraception. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de sortir d'un temps souvent long d'infertilité volontaire. Ce n'est pas simple non plus d'être synchronisé en couple dans un commun accord. Et tellement de conditions doivent être réunies pour, d'une certaine manière, avoir le droit d'envisager une grossesse. Des conditions affectives et de stabilité du couple, des conditions financières, matérielles, des conditions d'âge, des conditions familiales, d'espacement des naissances, de nombre d'enfants, des conditions professionnelles. Être prête, être prêt, se sentir capable aussi. Pas trop de place pour le hasard, n'est-ce pas? Et cette décision, elle peut vraiment être difficile et accablante de responsabilité pour certains. Dans ce climat culturel, la grossesse et l'arrivée d'un enfant, c'est comme une validation que nous avons tout bon dans nos vies. Le bon père, la bonne mère, le bon emploi ou la bonne carrière, le bon logement, le bon moment aussi. Une jeune femme de 21 ans nous confie « J'aurais tellement aimé être à la hauteur, être une véritable femme, avoir un emploi, une voiture, une maison, une stabilité. » Alors que le désir, et tout particulièrement le désir d'un enfant, n'échappe pas à l'ambivalence, aux variations, désirer un enfant doit être une démarche consciente, raisonnable. Et quasiment toutes les grossesses sont interrogées. Mais le désir, lui, il a partie liée avec l'inconscient. Et nous ne connaissons vraiment jamais ce qu'il en est de notre désir. Une part de lui demeure toujours énigmatique, mystérieuse. Nous avons vu ensemble avec Blanche Treb et Caroline Roux dans les soirées précédentes les risques de l'absolutisation de ce désir associé au progrès de la science et à quoi cela peut nous entraîner. Hommes et femmes ne sont pas égaux devant le désir d'enfant. Et le projet d'enfant est souvent porté, soutenu, animé par les femmes, beaucoup plus que par les hommes. Le désir d'enfant de l'homme passe bien souvent par le désir d'enfant de la femme, même si bien sûr on voit des situations inverses. Alors, quelle place pour l'imprévu ? Les relations entre les hommes et les femmes sont aujourd'hui profondément conditionnées par la contraception et la dissociation entre sexualité et procréation. La sexualité occupe une place première dans les relations, bien souvent sans engagement de temps ni de fidélité. Et cela peut bien malmener les personnes et les couples, et est à l'origine de grands malentendus et de tant de situations douloureuses. L'information de base, c'est que la contraception est fiable. Mais dans la réalité, les choses se passent souvent bien différemment. Et beaucoup de femmes qui s'adressent à nous se retrouvent enceintes à la suite d'un accident ou d'un défaut de contraception. Et pas seulement parce qu'elles ont oublié leur pilule un jour. Il est admis qu'aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%. Et pourtant, peu de femmes et encore moins d'hommes en ont conscience. Et ce manque d'information sur la réalité de la fiabilité de la contraception est une vraie tromperie des personnes qui organisent leur vie en fonction des informations qu'elles ont. 72% des femmes qui ont eu recours à l'avortement utilisaient un moyen de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Quand une grossesse imprévue arrive, la première réaction, bien souvent, c'est de la considérer impossible et d'envisager son arrêt et l'avortement. Et tout ce que nous venons de voir sur l'injonction du désir et les normes sociales pèse de tout son poids. Et c'est important d'en prendre toute la mesure pour comprendre comment la banalisation de l'avortement s'inscrit réellement dans l'ADN de notre société et comment l'avortement peut être une fatalité. Les femmes qui se confient à nous sont le plus souvent confrontées au rejet souvent violent du père, à son refus, à ses menaces, à ses pressions, à la séparation. Et cette réalité est trop souvent déniée dans le discours idéologique qui entoure l'IVG et qui l'enferme dans un droit des femmes qui serait l'exercice de leur liberté. Notre responsabilité est de le faire savoir.
En 2017, 216 700 IVG ont été réalisés en France. Et il est admis que 33% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. 32% des femmes qui ont eu recours à une IVG l'avaient déjà fait une fois auparavant. Et parmi celles qui ont accouché en 2016, 17% avaient vécu au moins un avortement. Tous ces chiffres nous montrent que l'avortement n'est pas un petit phénomène dans notre société, mais quelque chose de central, une vraie problématique qui nous concerne tous. Une grossesse inattendue, c'est d'abord une décision à prendre, tant notre culture actuelle nous pousse au contrôle, au jugement sur notre capacité à avoir la maîtrise de nos vies, plutôt que sur nos capacités d'accueil et d'adaptation. Alors comment sortir de cette injonction du choix? L'impossible choix, comme nous disent beaucoup de femmes, qui nous confient aussi se sentir nulles de ne pas pouvoir choisir. Il faut du temps. Il faut du temps pour faire face, pour recevoir, pour accepter. Prendre le temps de sortir de la sidération. Les femmes vivent souvent un temps de sidération devant la découverte d'une grossesse imprévue. C'est impossible. Je ne peux pas. Ce n'est pas vrai. Je ne veux pas. Un mécanisme de défense naturelle qui se met en place. Et nombre de femmes engagées dans un processus d'avortement médicamenteux réalisent tout d'un coup ce qui se passe alors qu'elles viennent de prendre les premiers cachets pour arrêter leur grossesse. Or, 67,5% des avortements sont médicamenteux, c'est-à-dire réalisés avant 7 semaines de grossesse, et 22% en ville avant 5 semaines de grossesse. Où est le temps? Pour prendre du recul et sortir de l'urgence d'une décision à prendre, il y a besoin de temps, d'écoute, d'information. Et c'est tout le travail de notre service d'écoute et de nos sites Internet. Il faut aussi se donner du temps, mais un temps intime et personnel. Quand la grossesse arrive dans des conditions imprévues, difficiles, ou qui ne correspondent pas aux normes admises, prendre le temps de son appropriation personnelle est particulièrement important pour dépasser le ressenti de l'instant, décrypter les peurs, pour entrer dans cette réalité qui est là. Enfin, prendre en compte aussi le temps du père. Nous entendons si souvent « Je suis enceinte, il dit qu'il n'est pas prêt, il n'en veut pas, il veut que j'avorte ». Et le temps de l'homme, pour entrer dans la réalité d'une grossesse, est bien différent de celui de la femme. Il ne vit pas la grossesse dans son corps et n'a aucune expérience charnelle pour le sortir d'une appréhension cérébrale de ce qui se passe. Il lui faut du temps, beaucoup de temps, et parfois aussi des signes visibles de la grossesse. Et c'est une véritable épreuve pour les femmes que de vivre ce temps, de ne pas céder à la volonté exprimée, d'accueillir ce que vit le père, ses peurs, son opposition, son mutisme, son éloignement. Mais nous sommes aussi bien souvent témoins que l'attitude des hommes évolue et que ce qu'ils affirment avec beaucoup de violence parfois ne préjuge en rien de ce qu'ils diront, de ce qu'ils feront quelque temps plus tard, ni du père qu'ils pourront être pour leur enfant. Enfin, quelques pistes pour construire un vrai climat d'accueil de la vie. 2 points majeurs. Je crois que premièrement, il y a vraiment l'urgence d'une réflexion sur la place donnée à la sexualité, à ses expériences et sur toutes ces fausses promesses d'épanouissement et de bonheur. Comment redonner toute sa place à l'amour et au couple? Et deuxièmement, changer notre regard sur l'âge idéal de la maternité. L'âge moyen des femmes à la première naissance est aux environs de 28 ans et demi. Plus de 30 ans pour les femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur. On parle de report de la maternité. Or, la fertilité atteint son maximum entre 20 et 25 ans et ne cesse de diminuer ensuite, d'abord lentement jusqu'à 30 ans, puis de plus en plus fortement entre 30 et 40 ans. Faciliter la maternité à l'âge naturel de la fertilité et mettre en place des mesures concrètes pour qu'il soit possible et facile de concilier grossesse, maternité et études et entrer dans la vie active est une urgence,
à la fois comme prévention de l'infertilité et comme prévention de l'avortement. Les femmes de 20 à 29 ans sont les plus concernées par l'avortement, 26 pour 1000, alors que le taux moyen est de 14,4. Je voudrais aussi, dans ce tableau un peu noir, vous faire part d'un émerveillement. Le soutien de notre politique sociale, qui est une vraie réalité et qui ne cesse de s'adapter aux besoins. Et je vous en donnerai un exemple. Les centres parentaux qui ont été créés par une loi de 2016. Ils accueillent ensemble le père, la mère et l'enfant pour qu'ils puissent consolider leurs liens et s'insérer dans la société. Une place donnée au père, reconnue comme essentielle pour le devenir de l'enfant. En conclusion, je voudrais partager avec vous une réflexion sur la fragmentation toujours plus grande de nos vies, de la vie des femmes, entre vie affective, amoureuse ou non, vie sexuelle, vie professionnelle, vie de couple, vie relationnelle ou vie sociale. La maternité devant trouver sa place sans empiéter sur toutes ces vies. Et il y a aussi la PMA qui permet d'envisager la reproduction humaine dans un véritable éclatement. Mais il y a quelque chose de plus profond chez l'homme, c'est une grande quête d'unification. Et nous sommes témoins de ce qu'une grossesse vécue, malgré les difficultés immenses qui peuvent exister, vient souvent unifier profondément la femme et le couple aussi quand il existe. Alors les artistes nous montrent souvent le chemin et je voudrais prendre l'exemple du parcours de grands peintres cubistes pour illustrer ce cheminement de la fragmentation à l'unification. Une des caractéristiques du mouvement cubiste, c'était de détruire les formes du réel, de les décomposer. Et je pense à Miro, qui n'est pas resté longtemps peintre cubiste, parce qu'il trouvait que c'était trop enfermant, trop étroit, trop étriqué pour rendre compte de l'élan et de la beauté de la vie qu'il voulait transmettre dans sa peinture. Et je pense aussi à Braque, qui a pu lui s'échapper du cubisme, comme le montrent ces deux tableaux qui vont arriver. Voilà. De la femme à la guitare enfermée dans le morcellement qu'il a peint en 1913, aux oiseaux, cet oiseau noir et cet oiseau blanc qu'il a peint en 1960. Où on voit comment les formes des oiseaux s'élancent, elles sont pleines, elles se regardent, elles se parlent. Ils passent d'un nuage à l'autre, de l'ombre à la lumière, et figurent nos vies dans un élan qui nous dépasse. Merci Valérie Boulanger pour cette conclusion artistique qui nous donne tous à méditer. Je retiens pour ma part des mots comme inattendu et imprévisible qui ouvrent beaucoup de possibles. Et puis le fait aussi qu'il faut parfois du temps pour s'adapter à une situation qui nous chamboule. Je vous rappelle à cette occasion qu'Alliance Vita édite le seul guide en France qui recense les aides et les droits accordés aux femmes enceintes. Vous pouvez le retrouver donc dans sa version papier qui vous a été distribuée ce soir, mais aussi sur Internet. Donc, je vous rappelle l'adresse du site www.jesuisenceinte-leguide.org. Valérie Boulanger est la cheville ouvrière de tout ce travail qui demande beaucoup de mise à jour chaque année. Et donc, j'en profite pour la remercier. Nous allons donc prolonger notre réflexion et creuser cette question de l'accueil de la vie avec Tugdual Derville, qui va me rejoindre sur scène. Tugdual Derville, vous êtes délégué général d'Alliance Vita. Ce soir, vous allez nous parler de la famille durable, un sujet qui vous tient à cœur et dont vous assurez la promotion régulièrement dans les médias et aussi auprès des décideurs. Par exemple, en mai dernier, vous étiez l'invité du président de la République à l'Élysée lors d'un dîner où vous avez pu débattre de bioéthique. Donc, nous vous écoutons sur la famille durable. Expliquer la famille est difficile. C'est difficile parce que c'est elle qui nous explique. Et ça nous demande, au fond, de prendre du recul, de nous mettre à l'extérieur. Ce n'est pas forcément facile.
C'est difficile aussi parce que vis-à-vis de la famille, nous sommes tous ambivalents. La famille est le lieu d'un amour, d'une tendresse, le lieu où l'on aime trouver le réconfort du début à la fin de sa vie, mais c'est aussi le lieu où nous sommes blessés, nous sommes abîmés, où nous avons beaucoup de souffrance, il faut le reconnaître. Et puis ensuite, le risque en expliquant, en essayant de creuser cette notion de famille durable, eh bien, c'est de stigmatiser ceux qui parmi nous n'ont pas eu cette famille, n'ont pas réussi peut-être à la fonder ou ont vécu toutes ces ruptures. Et pourtant, il est essentiel de voir l'apport de la famille durable à la société. Et je vais le faire en 3 points. D'abord, en essayant de montrer que la famille est un écosystème à protéger. Première partie. Ensuite, je montrerai que la famille est un organe politique à défendre. Et enfin, j'essaierai de montrer que c'est la source d'une prospérité à encourager. La famille comme écosystème. Gestation, naissance, croissance. Eh bien, l'être humain a cette triple expérience et qui dit énormément sur son identité, sur ce qu'il est. La gestation, c'est une expérience, le fait de vivre, d'avoir son corps qui se développe dans le corps d'une autre, grand mystère qui est à la fois culturel et biologique, mais déjà culturel. L'ovocyte, plus grande cellule du corps de la femme, le spermatozoïde, plus petite cellule du corps de l'homme, et cette mère nourricière qui fait que nous avons cette vie qui nous est donnée. Nous nous recevons de ces gènes et puis bien sûr de cette mère nourricière, de cette gestation, et cela est au fondement de l'anthropologie du don. Si on se trouve en se donnant, c'est parce qu'on se reçoit comme un donné. Et puis, expérience, je l'ai dit, qui est à la fois culturelle et naturelle. Bien sûr, dans le ventre de notre mère, dans cette enceinte maternelle, nous avons été fusionnels avec elle, mais nous avons aussi été autonomes. Nous nous sommes évanouis, nous avons rêvé, nous avons vu le jour au travers du corps de notre mère au 7e mois, et nous avons entendu au travers du corps de notre mère aussi, ainsi que tous ces bruits à elle. Mais savez-vous que les nouveau-nés pleurent dans leur langue maternelle ? Les petits bébés français pleurent en terminant vers le haut, et les petits bébés allemands, qui ont entendu la langue allemande maternelle et peut-être paternelle, pleurent avec une intonation vers le bas. Expérience donc extrêmement forte. Et ensuite, on débarque, naissance, dans la culture du soin, de la vulnérabilité. Tout être humain, et c'est toute l'histoire des accoucheuses, des sages-femmes et des soins qu'on prodigue à la fragilité de la jeune accouchée et de son bébé, eh bien tous naissent dans cette culture du prendre soin, qui définit aussi très largement l'humanité. Qu'est-ce que faire preuve d'humanité, si ce n'est se pencher vers un plus fragile pour en prendre soin ? Et ça dessine aussi toute l'aspiration que nous avons, naturelle, manquée sans étonner quelques siècles avant Jésus-Christ, qu'on se précipite vers un nouveau-né pour le protéger, même s'il n'est pas, même si c'est un étranger. Et puis ensuite, croissance, naissance, gestation, croissance. L'être humain a besoin de temps, de beaucoup de temps pour arriver à l'autonomie, à la liberté. Il a besoin de beaucoup d'amour aussi, et d'eau fraîche, et de lait maternel au début. Et il y a cette durée qui ensuite aboutit, ces 3 éléments aboutissent à définir des murs porteurs de l'écologie humaine. La gestation maternelle, l'enceinte maternelle, aujourd'hui attaquée par la gestation par autrui, dont on a déjà parlé, qui est comme un éclatement de cette maternité, puis attaquée ultimement par l'utérus artificiel, le fantasme de la maternité extracorporelle, ou de l'ectogénèse, l'idée de faire naître des bébés de machines. Donc nous avons à défendre cette enceinte maternelle comme un droit de l'être humain. Deuxième mur porteur, la parité originelle, homme-femme dans l'engendrement. Cette dissymétrie que nous avons vue dans les gamètes se retrouve aussi dans les fonctions paternelles et maternelles, même s'il faut éviter les stéréotypes de genre. Et on aboutit à devoir défendre cette parité originelle contre toutes les attaques des déconstructeurs qui imaginent devoir neutraliser l'altérité sexuelle ou multiplier les genres. Et vous avez entendu déjà parler de cette FIV 3 parents qui casse cette parité originelle en faisant introduire une 2e mère génitrice. Et puis 3e mur porteur, la fidélité sexuelle.
le besoin de cette durabilité dans l'amour qui est majeur et qui définit aussi l'écosystème. Je décris la façon dont ces trois murs porteurs, dans Le Temps de l'homme, mon essai paru il y a 2 ans, je décris la façon dont ils sont attaqués de manière extrêmement systématique par les déconstructeurs. Et donc la famille, écosystème à défendre. La famille comme organe politique à défendre. Alors, vous serez peut-être surpris d'entendre que la famille est le premier organe politique. D'où vient l'autorité ? D'où vient l'autorité légitime, si ce n'est au départ de cette autorité des parents qui vont donner un nom à leur enfant, qui vont aussi constituer une magistrature suprême, un tribunal paritaire, et à nouveau ce n'est pas anodin qu'il soit paritaire, homme-femme, pour édicter des lois, des règlements, des arrêtés, afin que la structure familiale, la cellule familiale vive dans le bien commun, le bien de chacun et le bien de tous. Songeons à la façon dont une famille décide des loisirs dans une après-midi de vacances. Comment concilier les besoins du père de famille, de la mère de famille, des adolescents, des petits-enfants. Le bien commun, la petite démocratie familiale souveraine est une école vraiment de la vie en société. Je me souviens d'un père africain qui disait dans un congrès sur l'altérité sexuelle, il défendait la famille monogame. Il disait dans la famille monogame, il y a une égale dignité de tous. L'homme est un roi, la femme est une reine, chaque enfant est un prince ou une princesse, disait-il, et le domicile est un palais. Et réfléchissons à la façon dont nos domiciles inviolables font partie intrinsèques de nos vies et les pouvoirs publics n'y entrent pas comme ça, comme dans un moulin. Et c'est très important de ressaisir la souveraineté politique de la famille. Et elle aussi, elle est attaquée. Voilà. D'où vient le mot fraternité posé au fronton de la République si il ne naît pas ce mot dans la famille où des frères et des sœurs vivent ensemble sans s'être choisis. Le vivre ensemble qui aboutit à la fraternité dans la nation ou la fraternité, pourquoi pas universelle, commence par apprendre à vivre ensemble dans la famille, ce qui est très difficile parfois et douloureux, nous le savons, jalousie, tension, amour, réconciliation. D'où vient la mère patrie, cette mère protectrice et nourricière des plus fragiles, s'il n'y a pas cette maternité corporelle pour l'inaugurer? D'où vient la loi, s'il n'y a pas le père pour donner des lois et des repères et couper parfois l'enfant de la fusion et de la toute-puissance que l'enfant peut avoir vis-à-vis de sa mère notamment? Et vous voyez que la famille est largement la source de la vie politique. Or, l'État peut rentrer en concurrence avec la famille. Il est difficile de trouver la juste articulation entre l'État et la famille. Il est parfois nécessaire que l'État fasse irruption dans la famille pour jusqu'à en arracher l'enfant d'une grave maltraitance. Mais il le fait dans les sociétés démocratiques que sur la pointe des pieds, à contre-cœur. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas remplacer la famille. Mais dans des dérives totalitaires que parfois nous entrevoyons dans nos propres sociétés, certains, je pense à un ministre de gouvernement précédent, qui estimait qu'il fallait arracher l'enfant aux déterminismes familiaux. Et j'étais confronté aussi sur France Culture à une femme qui, au nom d'un certain féminisme, estimait qu'il fallait enlever l'enfant très tôt, le plus tôt possible à sa famille pour qu'il puisse avoir une éducation égalitaire. Et nous savons bien à quel point est totalitaire la société qui prétend remplacer la famille, alors que nous la savons, malgré ses limites et ses fragilités, irremplaçable. La famille est donc attaquée par l'étatisme et à défendre dans son identité politique, de telle sorte que notre démocratie soit vigoureuse. Et puis, troisième partie, la famille comme source de prospérité à encourager. Là encore, un changement de paradigme est nécessaire. On voit souvent la famille comme celle qui doit recevoir des allocations familiales, des soutiens parce qu'elle serait fragile. Et si nous voyons les choses autrement, avec les économistes qui ont intégré à leur calcul du produit intérieur brut le travail gratuit. Lorsqu'ils le font, ils estiment que les 3/4 du PIB, c'est du travail gratuit. Et que 64% de ce produit intérieur brut est vécu gratuit, est vécu au sein des familles. Essentiellement d'ailleurs porté par les femmes. Élever des enfants, les nourrir, les habiller, les soutenir en cas de difficulté. La famille est la principale source de richesse d'une nation.
si l'on sort de la financiarisation exagérée des calculs de la richesse publique. On voit bien si on peut extérioriser ou pas les dépenses, on peut avoir des personnes qui les font à notre place, mais c'est encore et toujours au sein des familles que la richesse nationale se crée davantage. Et on peut aussi le démontrer en voyant combien la famille est une valeur refuge, un amortisseur de crise par excellence, en cas de chômage, en cas de dépendance, en cas de maladie. Et là, c'est souvent, le plus souvent les plus proches familiaux qui apportent le soutien de proximité. Vous savez qu'on parle d'aidants, les aidants de proximité, de première ligne, ceux que d'ailleurs l'État sait devoir protéger, car il sait que s'ils craquent, s'ils n'ont pas de structure de répit, eh bien c'est très vite 2 ou 3 professionnels, voire davantage qu'il faut pour remplacer une épouse, un époux, un enfant, un parent qui vient en aide à celui qui est en train de devenir dépendant ou qui a des grandes difficultés. Vous connaissez aussi, je pense, la notion de génération pivot. Cette génération qui, autour de la cinquantaine, vient en aide à ses parents devenus progressivement âgés et éventuellement dépendants, et puis aide aussi la génération du dessous à s'autonomiser progressivement, à rentrer dans la vie active. Il y a donc encore de grands transferts de solidarité dans nos sociétés occidentales qui permettent aux générations d'équilibrer ce qu'il peut y avoir comme inégalité entre elles. On peut s'interroger sur la place des solidarités horizontales, qu'il y avait encore beaucoup dans certaines sociétés et qui ont beaucoup diminué entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, oncles et tantes et neveux, etc. Et dans les sociétés africaines, où on sait à quel point les familles de familles qui font devenir des clans, des villages et des nations, ce qui est encore le cas ici, hein, cette famille nécessite une solidarité qui va au-delà de la petite famille nucléaire qui peut-être ne sait pas très bien se défendre toute seule. On doit réfléchir peut-être à cela. Si l'on veut aussi mesurer à quel point la famille est source de prospérité, eh bien on peut peut-être inverser le paradigme et se dire, et alors, la non-famille, qu'est-ce qu'elle coûte ? Que coûtent toutes ces fractures, ces blessures, non seulement pour nos cœurs fragilisés par ces divisions, par cette errance, mais aussi sur le plan strictement financier ? Nous le savons qu'une grande part de la délinquance, de la violence, de l'errance de certaines personnes est liée à des fractures familiales, à un manque de famille, à un manque de famille durable. Nous savons aussi que la crise des EHPAD, au-delà de la situation difficile des professionnels et des personnes âgées dépendantes, est largement liée aussi à notre difficulté à être solidaires des personnes devenues très âgées, du fait de l'éclatement des liens familiaux qu'il nous faudrait restaurer pour pouvoir accompagner dignement les personnes âgées. Et on peut aussi noter que les familles monoparentales qui ont besoin légitimement de l'aide de l'État sont à 35% dans notre pays sous le seuil de pauvreté. Et du coup, il ne faut pas, comme malheureusement on le fait de plus en plus et encore récemment, confondre la politique sociale de la famille qui vient en aide légitimement aux familles précarisées et en grande difficulté, confondre cette politique avec la politique familiale tout court qui est universelle parce qu'elle encourage cette famille durable. Je vous ai présenté la famille comme un écosystème à protéger, comme une structure politique à défendre, comme une source de prospérité à encourager face à des attaques des constructeurs qui estiment que les murs porteurs que j'évoquais sont des aliénations, de certains étatistes qui estiment que la famille est une concurrence déloyale vis-à-vis de la liberté donnée par l'État, et face aussi à ceux qui, au nom des équilibres budgétaires, estiment que la politique familiale au sens strict est un gaspillage ou ne répond pas aux critères de justice sociale. En conclusion, 2 choses. La première, nous sommes devant un choix de société. Le choix entre une société dite liquide, selon l'expression du sociologue Zygmunt Bauman, qui disait que de plus en plus, la société ressemble à des électrons libres, se croisant, s'entrecroisant, sans jamais s'engager. Et ça, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas celle de la famille durable. Et la contrepartie, le choix proposé par la famille durable, c'est une société de l'enracinement, selon la formule de la philosophe Simone Weil, qui disait que l'essentiel de notre identité vient de nos enracinements biologiques, familiaux, nationaux, spirituels, à partir de lesquels notre liberté peut s'exprimer. Et deuxième remarque, je vous renvoie à une campagne de publicité qui est
paru au mi-septembre dernier, au moment même où il y a eu cette controverse autour du docteur de Rochambeau qui avait déclaré qu'il ne pratiquait plus d'IVG parce que c'est la vie. Et le ministre de la Santé l'avait tancé vertement en disant qu'il n'avait pas le droit de dire cela. Eh bien, cette campagne, au même moment, estampillée du ministère de la Santé, disait aux femmes de ne pas boire d'alcool parce qu'un verre d'alcool, je cite, sera le fruit d'un lent travail, mais pas celui de votre amour. Je n'hésite pas à l'envie de vous lire aussi ce qu'une publicité plus longue disait. Un kir royal n'aura jamais de bulle aussi légère que ces 3 kilos 100 bientôt dans vos bras, ne fera pas exploser votre cœur en prononçant le mot maman pour la première fois et ne remplira pas votre vie comme cet enfant que vous portez. Un verre de vin sera le fruit d'un lent travail, mais pas celui de votre amour, ne deviendra pas votre portrait en grandissant, ne vous réchauffera jamais autant le cœur que ces 37 degrés Celsius de votre enfant, tout contre vous. Voilà le ministère qui nous parle de famille durable, d'amour. Il manque peut-être le père, mais il est également peut-être ressemblant à son enfant comme son portrait. Et cette famille durable, au fond, a comme dernier mot le mot amour. Je vous remercie. Merci Tugdual Derville. Vous nous rappelez que la famille est donc le premier organe politique de notre société. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, Tugdual Derville est donc l'auteur d'un livre, Le temps de l'homme, qui traite toutes ces questions de façon détaillée aux éditions Plomb. Je vous signale que dans chacune de vos salles, vous avez des volontaires qui se tiennent à votre disposition pour récolter vos questions et venir alimenter les discussions de la table ronde tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à profiter de leur service. Pour le moment, je vous propose un temps de respiration. Et cette fois-ci, nous allons regarder ensemble une vidéo américaine qui a pas mal tourné sur Facebook ces dernières semaines. Voilà, je vous laisse la regarder et puis après, nous pourrons en reparler. I'm alive! I'm alive! Yeah? Yeah! Yeah! Hey, Christine! You're here too! I love you! I know. Dad, what's happening? Honey, the power works! It goes on and off whenever we want! We've got clean water! Oh, that's great. Look at that. Ooh. I bet I know what this does! Rain down the glorious water! Ah, shoes. Oh, what do we got here, guys? Food. I love food. A beef steak? You gonna have work? This is awesome. Look, listen here. Feed? The what? Jack, be careful! Oh, I have a car! This is great. Did you guys see this? Yeah, you have a car! A car! And don't forget your coffee. You're the best. Donc, cette petite vidéo a un côté un peu gaguesque, mais au-delà de cet aspect burlesque, nous nous sommes dit que c'était aussi une façon de nous souvenir de la joie d'exister, tout simplement. Du coup, je voulais vous proposer un exercice. Comme John, depuis son lever dans son lit, je vous propose que nous pensions chacun à notre journée d'aujourd'hui, depuis notre lever. Est-ce que nous pouvons identifier chacun 5 événements ou micro-événements qui sont réjouissants? Je vous répète la question et vous aurez 2-3 minutes pour y réfléchir. Depuis votre réveil ce matin, pouvez-vous trouver 5 événements ou micro-événements réjouissants? J'en propose 5 parce que 3 c'est assez facile, mais 5 ça va vous obliger un peu à creuser. Voilà, c'est un exercice personnel, donc en silence. Vous avez 2-3 minutes.
Nous arrêtons donc ce temps d'exercice et je vous invite, pourquoi pas, à renouveler l'expérience chez vous. Voilà, c'est un bon moyen de se revigorer en cas de journée difficile. Nous avons maintenant à nos côtés nos grands témoins de la soirée, Cédric et Sophie Baru. Voilà, ils sont à nos côtés, je vous invite à les applaudir. Bonsoir. Bonsoir, donc vous êtes tous les deux mariés depuis 20 ans et quelques mois après votre mariage, Cédric a eu un accident de vélo, quelques temps de coma, une longue année de rééducation. Cédric, vous en avez gardé des séquelles physiques et cognitives et vous avez choisi de continuer ensemble et de fonder une famille. C'est ce que vous racontez dans un livre, Je rentrerai avant la nuit, qui est paru aux éditions Nouvelle Cité. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce titre, Je rentrerai avant la nuit ? Oui, alors en fait, ce titre, on l'a choisi ensemble avec Cédric. Il se trouve qu'à l'époque, je tenais un journal intime dont je me suis servi pour écrire ce livre. Et j'avais noté que la dernière phrase qu'il m'avait dite avant de prendre son vélo, ce soir du 21 mai 1998, c'était « Ne t'inquiète pas, je rentrerai avant la nuit ». C'était en fin d'après-midi. Et on s'est dit tous les deux que finalement, quelque part, il est rentré avant la nuit, qu'il avait tenu cette promesse... Parce qu'en fait, l'angoisse, le désespoir ne nous a jamais happés tout entier, même s'il y a eu des moments très difficiles. Voilà, Cédric, c'est vrai qu'au moment de son coma, l'amnésie est arrivée, etc. Donc, il y avait des grosses difficultés de relation. Mais j'ai tout de suite vu dans ses yeux, dès qu'il a commencé à ouvrir les yeux, que l'amour qu'il avait pour moi était intact. Et ça, c'était important. Et je pense que ça a été vraiment le point d'appui qui a fait que Cédric est rentré avant la nuit. Je crois qu'au début, il y a eu un grand moment d'effondrement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour vous et puis comment vous vous êtes relevé pour avancer ? Oui, alors c'est vrai que moi à l'époque j'avais 25 ans, Cédric 30 ans, on était mariés donc depuis 8 mois et c'est vrai que c'est un scénario auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est vrai qu'on s'était préparé au mariage, on avait envisagé certaines choses, mais ça... Quand ce soir-là, le gendarme m'a dit on a un jeune homme qui correspond à votre description, qui est entre la vie et la mort, voilà, à 5 minutes de chez vous, le SAMU est sur place, tout ça. D'un coup, c'est comme une chape de plomb énorme qui m'est tombée dessus. Il y a eu un moment de refus total, hein, c'est-à-dire qu'à 25 ans, moi, j'avais jamais connu de drame, ça arrivait qu'aux autres, quoi. Et je me suis dit, non, mais là, il y a vraiment un problème de scénario, de casting, c'est pas possible, c'est pas nous. Donc ça, c'était un temps de refus. Et puis petit à petit, voilà, en voyant Cédric en réanimation, je me suis aperçue vraiment de cette nouvelle réalité qui allait constituer le début de notre histoire, parce que... Pour toi, il y a eu moins de refus parce que tu étais dans le coltard, dans le coma. Une grande acceptation de ta part, oui, tout de suite. Non, il y a eu des périodes de refus, tu t'en souviens peut-être pas, au réveil du coma. Au moment de l'accident. Ah oui, au moment de l'accident, tu as tout accepté. Voilà. Voilà. Donc ensuite... oui, alors ensuite, voilà, petit à petit, il a commencé à ouvrir les yeux, à suivre du regard. Ça a été très très long. On a commencé à communiquer ensemble parce qu'il pouvait lever 1 pouce au bout de 3 ou 4 mois. Tu peux toujours, oui. On s'en sert plus pour ça. Voilà, donc ça a été une réalité que j'ai appréhendée petit à petit, vraiment au fil des jours. Et très vite, je me suis aperçue, j'étais très pragmatique, je me suis dit, moi, mon mari... on était jeunes mariés, donc vraiment, on s'aimait très fort. Et on s'était promis que ce soit pour le meilleur et pour le pire. Et là, je me suis dit, allez, tu commences par le pire. De toute façon, cet homme-là, tu ne peux pas le laisser. Enfin, je ne me voyais pas... Je dis, tu ne pourras jamais te reconnaître dans une glace si tu le laisses. Il a besoin de toi, c'est maintenant qu'il a besoin de toi. Et par contre, je me suis dit, voilà, l'amour que je vois dans ses yeux va vraiment... moi, c'est ça qui va faire qu'on va y arriver. Il y avait un peu de la folie aussi, hein, parce que je ne savais pas non plus tout ce qui allait m'attendre, voilà.
Mais on ne sait jamais vraiment tout ce qui nous attend. Mais voilà, il se trouve que petit à petit, j'ai trouvé des points d'appui, des endroits où me ressourcer, des personnes sur qui m'appuyer, qui ont rendu tout ça possible. Et Cédric, vous, qu'est-ce qui vous a fait vous relever? L'envie de vivre, de retrouver l'usage de la marche. L'envie de vivre et de retrouver l'usage de la marche. D'abord, Il n'aime pas les micros, mais là, c'est un peu indispensable. ce qui était, le problème de l'amnésie, c'est d'oublier. Ouais, il a des problèmes d'amnésie, mais c'est vrai que moi, je peux te dire qu'il a toujours été très sportif dans sa tête déjà quand je l'ai connu, et il a gardé cet esprit de combat, de compétition, voilà. Et même s'il ne marche pas seul, le fait de marcher avec une canne, ça te stimule, tu aimes ça, et je pense que ça t'a stimulé dans ta rééducation. Je me suis rendu compte que ça marchait quand même encore un peu. Je réfléchissais, je ne sais pas à quel moment dire que j'ai compris ça. Oui, tu as senti aussi que ça commençait à bien tourner dans la tête et tout, parce que c'est vrai qu'il a eu un traumatisme crânien grave, et c'est vrai que les séquelles peuvent être terribles. Il en a des terribles, mais en tout cas, la faculté de raisonner, il a toujours écrit des poèmes, par exemple, il continue. Et c'est vrai, pour lui, ça a été un moyen de communication qu'il a aussi, et je pense que ça a été pour toi une aide. Je me rends compte de l'amnésie, quoi. Maintenant qu'il est un peu amoindri, mais au départ, j'oubliais tout, 1 heure après, quoi, presque. C'est vrai qu'il a aussi beaucoup progressé, mais au départ, oui, c'est vrai que tous les matins, c'était une feuille blanche. Il me redemandait en mariage tous les matins, parce qu'il ne se souvenait plus qu'on était mariés. Il voulait me présenter sa mère tous les jours. Et, voilà, mais petit à petit, heureusement, ça c'est revenu, parce que je pense qu'à vivre, ça aurait été difficile sur 20 ans. Voilà. Et du coup, vous êtes appuyé sur votre amour mutuel? Oui, alors ça, c'est vrai qu'à un moment donné, on a vécu quand même des choses pas toujours très faciles. Une fois, Cédric, je suis allée le voir en rééducation, comme je faisais habituellement. J'avais réduit mon temps de travail, j'y allais tous les jours. Et comme Cédric était amnésique, voilà, c'était important aussi pour lui que tous les jours, il ait une présence. Et un jour, j'arrive, il était attaché sur son lit et complètement shooté. Et les infirmières m'ont dit, on l'a attaché parce qu'il a vraiment émis le désir de mettre fin à ses jours, et qu'on ne voulait pas prendre la responsabilité de ça dans nos murs. Donc quand elles m'ont dit ça, moi, ça m'a vraiment assommée, parce que je me disais, autant je peux me battre avec lui, mais si lui refuse de se battre, moi, je ne vais pas y arriver. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est imposé à moi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute Cédric, je comprends que tu n'aies pas envie de te battre, ton corps est vraiment diminué, tout ce que tu pouvais faire, tu ne peux plus le faire. Je comprends. Par contre, si tu m'aimes, et là j'ai vu dans son regard qu'il m'aimait, tu vas te battre pour moi. Voilà. Et moi, je te promets que je me battrai pour toi, pour te rendre une vie belle. Et finalement, de décentrer un petit peu ce combat, ça nous a beaucoup aidés. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, si on se bat l'un pour l'autre par amour, on va y arriver, c'est pas possible. Enfin, voilà. En plus, on était vraiment entourés d'amis, on n'était pas seuls, on avait nos familles. Voilà. Et c'est vrai qu'à 25 ans, voilà, c'était, on s'est dit, vraiment, on a eu foi en cet amour-là. Et Cédric, souvent, parfois, il a des coups de moins bien. Alors, je ne dis pas qu'on vit notre vie que pour l'autre, hein, parce que ça, c'est dans les moments durs. On se dit, on s'accroche à notre amour et on va y arriver pour l'autre. Mais après, voilà, après, la vie reprend ses droits et puis voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que les passages difficiles comme ça, c'est hyper important, je trouve, de bien faire sentir à l'autre qu'il n'est pas un poids pour nous. Moi, je lui ai bien dit clairement, je serai heureuse si toi, tu es heureux. Donc, travaille à ton bonheur aussi. On va y travailler ensemble. Voilà, moi, je sentais bien au fond de moi que le plus terrible, ça allait être de porter un mari à bout de bras qui ne veut plus se battre, quoi. Et ça, il a accepté de se battre avec moi. Et voilà. Et je crois que vous avez tous les deux des lieux de ressourcement. En quelques mots, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire chacun ce que c'est? Tu veux commencer? Ce qui t'aide à... Voilà, ce qui te ressource. Maman, j'aime beaucoup écrire
et dessiner. Et puis... Oui, donc beaucoup l'écriture, il fait partie de plusieurs ateliers d'écriture. Il écrit de la poésie quotidiennement. Donc ça, pour toi, c'est un grand espace de ressourcement. J'ai eu la chance, entre guillemets, de peu de temps avant l'accident, de me croire. Oui, alors Cédric est croyant, moi aussi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi les espaces de retraite, de prière, etc., qui t'aident énormément. Ouais. Et puis moi, c'est surtout ces dernières années la sculpture, qui pour moi est une vraie récréation. Je me coupe de tout et ça me plaît énormément. Alors aujourd'hui, vous avez 4 enfants. Est-ce que c'était une évidence ou pas pour vous d'accueillir ces enfants? Je vous vois faire une tête, Cédric. Je suis sûre que vous avez des choses à raconter. C'est encore pas une évidence. C'est jamais évident. C'est pas évident, c'est sûr. Après, on a mis 6 ans quand même avant que le premier arrive. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu vraiment m'assurer que Cédric avait la capacité d'être un bon papa. Ce qui n'est pas évident quand on a un traumatisme crânien, parce que ça agit sur les humeurs, sur l'amnésie, plein de choses. Mais je me suis dit, s'il peut transmettre encore, ce qui est le cas, et s'il peut aimer, on peut se lancer dans l'aventure. Et c'est qu'au bout de 6 ans que j'ai eu vraiment l'intuition que ça allait être possible, tout en se disant toujours que c'est peut-être moins simple pour nous que pour la plupart des gens. Donc il faut quand même que mes écoutilles soient grandes ouvertes, que je prenne appui sur des professionnels parfois, me faire aider. Mais en tout cas, on a été très très heureux de pouvoir avoir notre premier enfant. Et puis le deuxième est arrivé naturellement. Et puis on voulait une fratrie nombreuse pour qu'ils se tiennent les coudes là. Et du coup, on en a 4 et c'est du boulot. Hein. Mais ils sont bien dans leur tête. Et on est très contents de les avoir. Alors peut-être que pour conclure, je vous propose que dans cette soirée qui était déjà un peu artistique avec Valérie Boulanger, qui nous a montré des tableaux, que nous écoutions un poème de Cédric. On va le regarder en vidéo, le déclamer. Et ce film a été tourné la semaine dernière dans le cadre des préparatifs de cette soirée. Nous allons le regarder ensemble. Je voudrais tant au souvenir, juste un matin, pouvoir courir, passer les plaines et les bosses, à perdre haleine en bond de gosse. Et dans mes veines, le flot féroce, le sang qui draine, ainsi mes forces. Être un matin en me levant, tout droit debout, enfin tout grand. Debout c'est tout, mais comme avant. Vif véloce, bondir bien, pas de géant, fendre la bille, prendre le vent. Ouvrir des ailes, tout grand, tout grand. J'ai décidé de lever l'ancre, d'enfin voguer vers l'inconnu. Courir, à perdre haleine, le plus rapide et l'âme pleine. Tournez-vous vers le public. Un grand merci à tous les deux.
nous allons vous laisser repartir et nous allons garder 2 minutes de silence pour prendre le temps d'intérioriser et de méditer ce qui vient de nous être partagé. Merci. Place maintenant au décodeur, donc ce focus sur un sujet précis. Ce soir, ce sera donc la liberté de conscience avec Xavier Mirabel. Le docteur Xavier Mirabel vient de Lille. Il est cancérologue. Il a été président pendant plusieurs années d'Alliance Vita et il est bien familier de ces questions de bioéthique. Il a été par exemple fer de lance de la victoire contre l'arrêt Perruche, qui voulait instituer une sorte de préjudice d'être né pour les personnes handicapées. Chaque semaine, vous pouvez entendre sa chronique bioéthique sur RCF, sur les ondes. Xavier Mirabel, c'est à vous. Donc, quelques mots sur la liberté de conscience et puis l'objection de conscience. On souffre tous d'une liberté de conscience qui est étouffée par le politiquement correct. Les intolérants aujourd'hui seraient ceux qui plaident pour le respect de la dignité de la personne humaine et qui voudraient, au nom de cette dignité, limiter nos libertés. Les intolérants seraient ceux qui voudraient que les lois de la nature soient respectées. Les intolérants seraient ceux pour lesquels nos pratiques, nos attitudes, en particulier sexuelles, peuvent abîmer, blesser notre humanité et puis nos regards aussi. Les intolérants seraient ceux pour lesquels tous les désirs, toutes les pulsions, tous les fantasmes ne doivent pas recevoir l'assentiment de la société. Nous sommes assommés par d'incessants rappels aux valeurs de la République. Le problème, c'est que nous n'avons pas la même compréhension de la liberté, ni de l'égalité, ni de la fraternité, et que donc là, nous avons un sérieux malentendu. Nous sommes emprisonnés dans une dictature du désir qui veut s'imposer et ne pas acquiescer, ne pas approuver les désirs qui s'expriment, ce serait frustrer, discriminer, outrager les personnes. Le chantage est donc permanent, raciste, homophobe, lesbophobe, transphobe, réactionnaire, fasciste, catholique, intégriste, traditionnaliste, et j'en passe. Voilà à quel mot nous sommes soumis. Notre société se prétend tolérante, elle est en réalité soumise à des idéologies qui ne respectent pas l'homme et la nature, et elle est profondément intolérante parce qu'elle ne supporte pas ceux qui rappellent ces valeurs qui méritent d'être respectées. Quelques illustrations récentes. Le prof de philo qui devait intervenir à la faculté de Toulouse et qui a été remercié parce qu'il avait participé à la mobilisation de la Manif pour tous. Le docteur de Rochambeau, évoqué tout à l'heure par Tugdual, président du syndicat des gynécologues obstétriciens,
qui, dans un piège médiatique, dit « nous ne sommes pas là pour retirer des vies » et qui subit un lynchage médiatique puis politique. Agnès Thill, députée En Marche, vilipendée, conspuée. Ce qui n'est pas pardonné à Agnès Thill, c'est son amour des pères et le fait qu'elle l'affirme avec insistance et élégance. Aurore Berger et Marlène Schiappa se sont émues face à la possible candidature de François-Xavier Bellamy à la liste Les Républicains pour les Européennes, en cause son positionnement sur l'IVG. La même inénarrable Marlène Schiappa, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, veut régenter l'humour sexiste. Ça promet. Donc, nous sommes en difficulté, c'est très pénible. Chez les soignants, eh bien, il y a le même problème. Les soignants sont prisonniers du politiquement correct. Ils sont terrorisés à l'idée de parler vrai ou à l'idée de dire leurs convictions dans certaines situations. Parfois, leur conscience les encourage à s'opposer à des injonctions que la mode, la bien-pensance, la société, l'État ou même la loi veulent faire peser sur eux. Alors, quand tout va bien, ils sont des héros, des lanceurs d'alerte, de vertueux indignés. Quelques exemples. Les soignants qui luttent pour permettre l'accès aux soins aux personnes sans papier ou sans couverture sociale. Ceux qui veulent protéger les enfants battus, quitte à transgresser le secret médical. Ceux qui s'insurgent contre certains choix hospitaliers qu'ils pensent délétères. Ceux qui refusent l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Ceux qui dénoncent les scandales sanitaires. Ceux qui dénoncent la stérilisation des personnes handicapées ou des expérimentations sur des populations fragiles. Ceux qui dénoncent la vente ou le trafic d'organes. Tout cela, bien sûr, ils font une œuvre acceptable. Par contre, ils subissent l'opprobre, ceux qui ne veulent pas tuer l'enfant à naître, ceux qui refusent certaines pratiques contraceptives qui se révèlent parfois abortives, ceux qui refusent de tuer les vieillards et les déments, ceux qui veulent pourtant prodiguer des soins à des personnes, des soins de base, alimentation, hydratation, toilettes, etc., à des personnes très lourdement handicapées, ceux qui refusent d'instrumentaliser la procréation, ceux qui critiquent les pratiques de réassignation sexuelle, c'est la mode actuellement, c'est incroyable. Ceux qui refuseront demain la PMA sans père. Les soignants subissent une discrimination dans leur parcours de formation. C'est parfois difficile et semé d'embûches. Combien de témoignages d'infirmières ou d'étudiantes sages-femmes mises en grande difficulté parce qu'elles ont tenté d'exprimer leurs convictions. Et elles subissent une discrimination à l'embauche. Là aussi, de multiples exemples de sages-femmes et d'infirmières. Tout récemment, c'est des médecins au Canada qui subissent une discrimination à l'embauche parce qu'ils veulent rentrer dans les services de soins palliatifs, mais disent ne pas vouloir faire l'euthanasie. Or, là-bas, on a autorisé l'AMM, c'est quoi déjà l'abréviation de la vie, là, un truc comme ça. Hein. Et donc, c'est considéré comme faisant partie intégrante des soins et des soins palliatifs. Et donc les soignants ne seraient plus recrutés à ce prétexte. Alors, malgré tout ça, rappelons-nous que la liberté de conscience est garantie. Elle est garantie par l'acte final de la conférence d'Helsinki de 1975. Elle est écrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est dans notre Constitution française. La liberté de conscience et de parole, c'est en principe un droit. Un droit qui pourtant est largement menacé, nous venons de le voir. Revendiquer l'objection de conscience pour les soignants, c'est affirmer l'injustice de la loi. Il ne s'agit pas de refuser d'obéir à des lois injustes, on le fait tous les jours, hein, et on n'arrête pas d'obéir à des lois qui nous semblent plus ou moins bien ajustées, plus ou moins respectables, plus ou moins raisonnables. Et d'ailleurs, beaucoup de lois sont injustes puisque le législateur ne cesse de légiférer et de modifier les lois précédentes. C'est bien la preuve que nous avons beaucoup de lois inadaptées dans nos pays. Quoi qu'il en soit, donc, l'objecteur ne va pas objecter sur toutes les lois. Il va objecter sur les lois fondamentales, celles qui touchent à la dignité de la personne humaine, celles qui touchent à la vie, sur des thèmes particulièrement graves. Il y a même, pour certains, un devoir d'objection. Pour certains, c'est le tribunal de Nuremberg, hein, qui disait, en condamnant les médecins, ils ne pouvaient pas ignorer la voix de leur conscience, qui leur disait que ce qu'ils étaient amenés à faire était injuste. Vous savez, les médecins ils se défendaient en disant « Oh là là, nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. Et donc, on n'a pas à nous condamner puisqu'on a obéi à un ordre qui était légitime. Et voilà, il n'y a pas de raison de nous poursuivre pour ça. » Devoir d'objection qui est aussi revendiqué par Jean-Paul II.
Ce devoir d'objection peut aller jusqu'à la désobéissance civile. Il y avait un très amusant et intéressant article qui est en accès libre dans Le Monde de samedi, un atelier de formation à la désobéissance civile pour les écolos, pour lutter contre le réchauffement de la planète. Et au fond, dans les arguments qui étaient présentés, il y avait aussi le combat pour la nature, pour le respect de la nature, mais aussi pour le respect de la dignité de la personne humaine. La question de l'objection de la désobéissance civile est une question qui peut parfois mériter d'être posée. En France, donc, nous avons une clause de conscience spécifique pour les soignants qui est reconnue dans 3 situations: l'interruption volontaire de grossesse, la stérilisation à visée contraceptive et les recherches sur l'embryon. Certains voudraient faire supprimer la clause de conscience des soignants sur l'interruption volontaire de grossesse. Certains, en particulier, donc Madame Laurence Rossignol, sénateur de l'Oise, maintenant socialiste, ex-ministre de Manuel Valls, qui a encore déposé une proposition de loi allant dans ce sens à l'automne dernier, visant à supprimer l'objection de conscience spécifique des soignants sur l'IVG. Leur discours, c'est de dire qu'il y a de toute façon un droit à l'objection de conscience dans le droit français, et donc cet élément finalement est inutile parce qu'il vient comme un rappel qui n'est pas nécessaire. Pour les soignants, ce n'est pas du tout leur point de vue. Ils sont bien contents de voir préciser, de voir écrit clairement qu'ils ont un droit spécifique à l'objection de conscience. Ça les rassure, c'est essentiel, et toute atteinte dans cette direction est évidemment extrêmement préoccupante. C'est un mouvement qui n'est pas que français, c'est un mouvement qui est international, qui est très large et qui vise à remettre globalement en cause l'objection de conscience des soignants dans tous les pays. Quelques points de repère sur cette question pour les soignants éventuels et puis pour nous tous qui sommes aussi concernés dans nos métiers les uns ou les autres par ces questions de liberté de conscience et d'objection de conscience. Je vous alerte sur la manipulation assez fréquente sur des pseudo-urgences. Ah, t'es contre l'avortement, mais là, c'est un cas très, très, très urgent. Tu peux pas attendre, tu vois, on n'a pas le temps de discuter, parce qu'il faut passer à l'acte maintenant. Parce qu'on ne peut pas se permettre de discuter pendant des jours, de chercher un autre médecin, de chercher une autre infirmière. C'est pas possible, quoi. C'est tout de suite, maintenant. Et donc, dans l'objection de conscience, on ne l'écoute pas. Donc, pseudo-urgence ou fausse urgence, qui est un élément très fréquemment utilisé et assez puissant pour faire céder les personnes. Deuxième risque, les rites initiatiques. Vous savez qu'une fois qu'on nous a fait faire une fois quelque chose qui nous déplaît, la deuxième fois, ça sera parfois un peu moins difficile, et puis la troisième encore un peu moins. Et donc forcer les personnes à poser des actes contraires à leur conscience est une façon de les rendre petit à petit finalement des relativistes et des défenseurs de l'attitude qu'ils ont eue. Ils vont se dire finalement si je l'ai fait plusieurs fois, c'est peut-être que c'est pas si mal, et peut-être que je n'avais pas si bien compris les choses, pas si bien compris les enjeux, qu'on m'avait mal expliqué, et je deviens finalement un apôtre de la posture contraire de celle que je voulais défendre initialement. Nous avons donc besoin d'apprendre à dire non. Souvenons-nous de l'expérience de Milgram. Vous pouvez aller voir le très bon le Wikipédia sur la question et aussi revoir le film d'Henri Verneuil, I comme Icare, qui raconte cette expérience fascinante qui montre que l'obéissance à l'autorité peut nous mener à faire des choses tout à fait scandaleuses. Il faut donc se former. Gardez à l'esprit que l'objection de conscience n'est légitime que sur des sujets particulièrement graves, que l'objecteur n'est sûrement pas un révolutionnaire. S'il était révolutionnaire, il voudrait mettre le bazar, c'est pas du tout ça. Il veut simplement que la loi soit respectable, acceptable sur des sujets fondamentaux qui touchent à l'essentiel, à la dignité de la personne humaine et au respect de la vie. Comment faire lorsqu'on exprime son désaccord, un témoignage audible? Ça, c'est difficile quand même. Lorsqu'on prend le contre-pied de l'attitude communément admise, du politiquement correct, des idéologies, etc., et qu'on souhaite en plus être bien reçu, souvent on est moyennement bien reçu. Quand on souhaite que ce témoignage puisse toucher les cœurs, eh bien, il faut certainement avancer avec prudence, avec délicatesse, par le chemin du témoignage personnel, en exprimant nos difficultés et nos souffrances par rapport à certaines situations, par les techniques de communication non violente qui sont certainement tout à fait utiles lorsque on souhaite exprimer un refus face à certaines situations. Quelle fécondité pour celui qui refuse de pratiquer un geste qui taraude sa conscience, ça sera finalement une libération. Par sa prise de parole, il rend témoignage et en refusant
de poser par exemple un geste de mort, il rend évidemment un service à ceux auxquels il est confronté et à celui dont il respectera la vie. Notre liberté de conscience est une liberté fondamentale. Je pense qu'il faut qu'on l'affirme, même si c'est difficile, et même si on sait que certains sont quand même martyrs aujourd'hui de ces enjeux-là. Nos cas de conscience méritent d'être écoutés plutôt que déniés. Ils doivent donc pouvoir être dits. Finalement, nous sommes captifs d'idéologie, du politiquement correct, et nous avons grand besoin d'une libération. Je vous remercie. Eh bien, l'heure tourne et nous approchons de la fin de cette première partie de soirée. Nous allons avoir notre discours de clôture qui, ce soir, va être assuré par Benoît Clermont. Benoît Clermont est père de famille et entre autres du petit Gaspard qui était atteint d'une maladie rare, neurodégénérative et qui est mort à un peu plus de 3 ans. Avec sa femme Marie-Axel, ils ont écrit le livre « Gaspard entre terre et ciel » qui a touché beaucoup de monde. Ce soir, il a accepté donc de vous livrer cette vidéo autour du thème « Consentir à l'imprévisible ». En déballant une papillote au chocolat le soir de Noël, vous savez, celle dans lesquelles on trouve toujours une citation plus ou moins édifiante. Moi, je suis tombé sur une citation de Balzac qui disait « Il n'y a rien de plus triste qu'une vie sans hasard ». En y réfléchissant, pourtant, il faut bien avouer que dans la vie, certains hasards peuvent rendre triste. Un accident de la vie, une blessure physique, un décès brutal, une naissance même, parfois, quand elle chamboule tout dans la vie de famille. Dans notre famille, l'imprévisible s'est appelé Sandoff. Sandoff, c'est le nom de la maladie neurodégénérative incurable que mon épouse et moi avons transmis à notre 4e enfant, Gaspard. Maladie dont il est décédé à 3 ans et demi, il y a exactement 2 ans. À l'annonce du diagnostic, Gaspard a tout juste 1 an. La terrible nouvelle nous assomme. Nous ne sommes dans un premier temps plus que tristesse et colère. Pour ma part, je tombe même dans un état quasi léthargique pendant plus de 6 mois. Pour mon épouse, Marie-Axel, nécessité fait loi. Il faut continuer à vivre, continuer à faire tourner notre foyer, sinon tout s'effondre. Puis, progressivement, elle accepte l'irréversible. Elle s'abandonne à cet imprévisible, mais sans abandonner le combat. Elle s'abandonne sans abandonner. Elle décide que oui, Gaspard aura une belle vie. Une vie certes courte, mais une vie remplie de l'essentiel, le soin et l'amour de ceux qui l'entourent. Elle gagne alors ses galons de maman lionne. Puis, doucement, ce « elle » redevient « nous », au fur et à mesure que j'accepte mon impuissance face à la maladie. Non, je ne guérirai pas Gaspard. Petit à petit, nous décidons d'accepter ensemble l'imprévisible de chaque jour, d'embrasser le quotidien de Gaspard en sollicitant et en obtenant de l'hospitaliser à domicile, chez nous. Son quotidien devient le nôtre. Il donne le rythme de notre vie familiale. Nous cessons alors de vivre malgré l'épreuve, nous habitons l'épreuve, à l'unisson du courage et de la douceur de Gaspard qui nous montre chaque jour l'exemple. Avec lui, nous apprenons à vivre le moment présent, le précieux moment présent. À la fin de sa vie, nous le sentons bien, chaque jour peut être le dernier, car l'instant de sa mort reste, malgré tout, aussi imprévisible que l'a été l'annonce de son diagnostic. Tout cela nous a appris, au-delà des larmes, à capter l'instant présent, à le vivre pleinement, à vivre pleinement, à voir le présent comme un cadeau, comme un présent. Prendre conscience de l'ultime imprévisible qu'est notre propre mort nous a offert de mieux accueillir et de mieux savourer toute notre vie. Et après tout, cet imprévisible ne plane-t-il pas au-dessus de chacun de nous ? Dans nos vies,
Ne sommes-nous pas tous sur une frêle passerelle? Une passerelle qui risque de céder si on la charge trop par les regrets d'hier ou par l'inquiétude de demain. Ce soir, c'est cet héritage de Gaspard que je veux vous partager. Et croyez-moi, il n'a pas de prix. Choisir de vivre dans l'instant apporte plus de vie à nos vies. Cela allège notre passerelle, rend la vie plus légère, mais aussi plus intense, plus belle, finalement meilleure. Et c'est aussi, sans doute, le secret de la joie. Nous remercions donc Benoît Clermont de nous transmettre cet héritage de Gaspard, cette importance du moment présent. Nous avons déjà parcouru un beau chemin tous ensemble avec ces 3 soirées. Et avant de quitter certaines salles, je vous transmets les questions que vous allez recevoir par mail cette semaine et qui vont s'afficher derrière moi. La première, qu'est-ce que cette université de la vie vous a donné envie de faire? Pour vous, quel serait l'obstacle principal? Et puis aussi, quel serait votre atout principal? Voilà, vous avez une semaine pour y réfléchir. Maintenant, nous avons 2 possibilités. Certains vont rester avec nous pour un moment de table ronde avec les questions-réponses que vous pouvez toujours nous envoyer. Il faut vous dépêcher. Et d'autres vont avoir la chance d'avoir un intervenant local. Ce soir, il y aura beaucoup de conseillers conjugaux, des représentants de l'Arche également, un chef de service pédiatrie à Brest, puis également une gynécologue à Paris 17. Et nous pouvons dire au revoir à toutes ces salles et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Quant aux autres, eh bien, vous allez rester avec nous et j'invite nos intervenants à me rejoindre sur scène. Donc Cédric et Sophie Baru, Xavier Mirabel, Valérie Boulanger et Tugdual David. Vous avez 2-3 minutes. Nous allons donc commencer avec nos grands témoins. Je pense que j'aurai une question pour chacun d'entre vous, mais après, vous vous partagez comme vous voulez. La première, peut-être pour Cédric, comment vos enfants ont vécu le fait d'avoir un père différent? Difficile. Alors, je dirais que tout petit, on n'avait pas vraiment de soucis parce qu'ils ils ont grandi avec un papa handicapé, donc pour eux, c'était tout à fait naturel. Ils en étaient même fiers. C'était vraiment la marque de fabrique de leur famille. Donc, tous les copains qui passaient à la maison, ils leur montraient leur papa à roulette. Ils disaient, c'était une grande fierté. Et puis qui était à leur hauteur, oui. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'avec l'adolescence, il y a eu de longues discussions. Ça, c'est sûr. On est très attentif à ça parce que c'est vrai qu'il y a un âge où leur papa était le moins bienvenu au fait de l'école parce qu'ils avaient du mal à intégrer cette différence, mais on l'a respecté complètement.
Voilà, donc c'est vrai que nous, dans notre famille, en tout cas, on est obligés de beaucoup parler pour crever les abcès. J'ai aussi expliqué aux enfants très souvent qu'il y avait papa avec ses handicaps, qu'on avait le droit d'être énervé contre ses handicaps. Même papa lui-même les aimait pas. Mais par contre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que papa, on l'aime, il est victime comme nous de ses handicaps, peut-être même plus. Voilà, mais qu'on fait partie de la même équipe. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Donc ils s'autorisent à parler des difficultés qu'ils ont avec l'amnésie de leur père, même si des fois ça les arrange un peu parce que les mauvaises notes, ils ne s'en souviennent pas. Donc voilà, on suit ça de près. Tu veux dire quelque chose ? Oui, Cédric est un grand dessinateur et il leur a transmis le dessin. Et c'est vrai que pour eux, c'est aussi un sujet d'échange important, la discussion, entre autres. Et alors encore une question pour vous de la salle de Dieppe. Comment, peut-être une question pour la mère que vous êtes, comment apprendre à vivre l'imprévu en famille alors que nous voulons apprendre à nos enfants à gérer toutes les situations ? Aïe, aïe, aïe. Alors, apprendre à gérer l'imprévu, c'est vrai que je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est vrai déjà être toujours faire un travail de gratitude en fait pour les bons moments qu'on vit. Moi, je dis souvent aux enfants, ça c'est un bon moment, il faut le dire, il faut le vivre entièrement, parce qu'après on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Ça apprend à tout lâcher un peu aussi, oui. Et voilà, donc être vraiment dans la gratitude, ça c'est une clé importante. Vivre l'instant présent, voilà, essayer de... je leur dis bien, quand il y a un souci, il faut mettre toute son ardeur à essayer de régler le problème. Et si on ne peut pas le régler, il faut quand même avoir la sagesse de passer à autre chose. Voilà. Ça, Cédric, avec son amnésie, nous donne toujours des bonnes leçons. C'est-à-dire que lui, il ne boude jamais, il n'a jamais de la rancune parce qu'il ne se souvient pas des choses passées. Et voilà. Ça, c'est vrai que c'est un équilibre complexe de se dire il faut gérer sa vie, parce que moi c'est vrai que je me mentirais en disant que je ne pense pas à demain et à après-demain et à dans 3 mois et même dans 3 ans, parce qu'avec des enfants on est obligé. Mais quand même accepter que les choses ne se passent pas comme il faut, comme on aimerait qu'elles se passent, et lâcher quand même, se dire c'est pas si grave. Bon, je dis que c'est pas toujours ce que je vis, mais c'est ce que j'essaye de leur inculquer, de vivre. Une question, vous voulez rajouter quelque chose ? Il y a des fois où c'est pas facile. Il y a des fois où c'est pas facile quand même. Oui. Soyons réalistes. Une question de Strasbourg pour Xavier Mirabel. La clause de conscience existe-t-elle pour les étudiants en médecine et études de sage-femme ? Et les étudiants y sont-ils sensibilisés ? Alors, les étudiants ne sont pas très sensibilisés, sauf s'ils sortent de leur faculté et qu'ils en discutent avec d'autres, mais ce n'est pas dans leurs enseignements, me semble-t-il, qu'on va les sensibiliser à ça. La question des étudiants, c'est une question sensible, parce que c'est reconnu pour les professionnels de santé. L'étudiant n'est pas encore professionnel de santé, et donc ça ne lui sera reconnu que par la bienveillance de ses encadrants, de ses responsables, des chefs de service, etc. Ça n'empêche pas de le réclamer avec insistance. Je les encourage à être très pugnaces dans l'affirmation de devoir respecter, d'avoir le droit d'agir en conscience. Et une autre question pour vous, cette fois de Cherbourg. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les pharmaciens n'ont pas droit à l'objection de conscience ? Les pharmaciens, c'est une catastrophe pour eux parce qu'en fait, ils ne sont pas soignants, ils sont considérés comme commerçants pharmaciens, mais ils sont régis par le droit qui gère le droit du commerce, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de délivrer un produit pour qu'on leur commande, etc. Et donc, ils sont en grande difficulté. C'est un grand scandale. C'est un grand scandale. Il y a quelque temps, l'Ordre des pharmaciens, il y avait failli y avoir une avancée, et puis il y a eu une marche arrière. C'était le gouvernement précédent. Voilà. Donc les pharmaciens sont en grande souffrance parce que certains d'entre eux se refusent à délivrer des produits abortifs en particulier et sont pour certains d'entre eux poursuivis par des militants qui font tout pour les mettre en difficulté. Donc il y a là vraiment quelque chose de très injuste. Il y a des vrais martyrs chez les pharmaciens. Maintenant une question pour Tugdual-Derville, d'Yvetot en Seine-Maritime. Que répondre à ceux qui veulent limiter le nombre d'enfants pour limiter l'empreinte carbone ? On a vu un schéma
on en rit, mais on a vu un schéma, je pense que vous pouvez en parler, de l'agence France Presse récemment à ce sujet. Oui, qui s'est excusé parce que effectivement, c'était une façon assez radicale de supprimer toute forme de pollution, de supprimer l'humanité d'une certaine façon. Et l'agence France Presse a tenu à dire qu'elle ne reprenait pas à son compte ce qu'elle avait semblé reprendre à son compte. Puis récemment, c'est l'ancien député Yves Cochet qui a proposé qu'on donne des allocations familiales dégressives et qu'on les supprime à partir du 3e enfant pour nous décourager de polluer par nos enfants. Alors que leur répondre, mais c'est un choix en fait. Soit on considère que l'humanité est respectable en tant que telle et qu'il faut trouver des équilibres, bien sûr, pour ne pas détruire la maison commune, soit on considère que c'est une variable d'ajustement. Et le néo-malthusianisme, c'est-à-dire on en reparlera la semaine prochaine, cette tendance à estimer qu'au fond l'homme est un ennemi de la création, eh bien, conduit à des solutions radicales qui effectivement jettent le bébé avec l'eau du bain pour le coup. C'est-à-dire, voilà, au lieu de regarder en face ses problèmes. Yves Cochet est allé assez loin parce qu'il a même estimé que grâce à ces enfants qu'il ne faudrait plus faire en Occident, on pourrait accueillir plus de migrants. Donc il s'est pris un peu les pieds dans le tapis, il a été assez contesté. Mais c'est une idéologie derrière, au fond, qui date d'il y a bien longtemps et qui, au fond, considère que l'homme est mauvais. C'est très beau ce qu'on a fait comme exercice d'émerveillement, je trouve, parce qu'on finirait par se considérer comme des parasites de la planète, sans voir à quel point nous avons su, certes, malheureusement, l'abîmer, mais aussi tellement l'embellir. Il ne faut pas oublier aussi ce que la culture humaine combien elle a pu embellir la planète quand on se promène en avion au-dessus de la France, qui arrive à certains de temps en temps, malgré la pollution que ça provoque. Eh bien, on voit ces villages, la manière dont l'homme a su articuler patrimoine et paysage. La France est un pays extrêmement paysager, où il y a une anthropocène, une empreinte de l'homme très très forte. Donc je crois que c'est important de se redresser, de se dire, nous, les êtres humains, on est fait pour embellir la Terre. L'homo faber, l'homme qui travaille, l'embellir. Effectivement, ne la détruisons pas, mais ne jetons pas l'homme avec le bébé du bain. Une question pour Valérie Boulanger à présent. Que peut faire SOS Bébé face au délit d'entrave à l'IVG? Est-ce que vous êtes concerné? SOS Bébé peut juste continuer à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire informer, donner des informations sur ses sites internet, sur la réalité de la grossesse, ce qui se passe quand il y a une grossesse imprévue, les problématiques d'annonce au père, la réalité aussi du système d'aide et de soutien, et puis aussi surtout continuer à écouter. Et depuis la loi sur le délit d'entrave, qui date de mars 2017, si je me souviens bien, on n'a pas été vraiment embêtés parce qu'on est vraiment ancré dans cette réalité et aussi ancré dans l'écoute. Et voilà, je crois qu'il y a eu quelques articles qui ont cité notre nom, mais plus par notre association avec Alliance Vita et le qualificatif d'association anti-IVG qui est plaqué à Alliance Vita. Mais dans le concret du concret, il n'y a pas eu vraiment de marque. Ce que je pourrais remarquer quand même, c'est qu'on a eu juste au moment, dans les 6 mois autour de l'apparition de cette loi, on a eu un énorme accroissement des connexions sur notre site. Donc signe quand même qu'il y avait un besoin, une recherche d'informations peut-être solides. Et puis depuis 1 an, on remarque que quand il y a des pics de beaucoup de connexions, quand elles augmentent peut-être de plus de 10% en 1 mois, il y a un petit stop le mois d'après. Donc peut-être qu'il y a en effet une activité de surveillance de l'activité sur nos sites. Alors je reste avec vous, Valérie. Une nouvelle question. Quelles actions politiques peut-on encourager pour faciliter les carrières professionnelles et en même temps le fait d'être parent et la grossesse? Et j'ajouterais peut-être aussi le fait d'être étudiant et d'être enceinte. Peut-être d'abord les étudiants. Parce que c'est vrai que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vraiment la catégorie la plus concernée par l'avortement, ce sont les 20-24 ans. Et puis on sait la trace que laisse un avortement dans une vie. Il ne sera peut-être pas le seul. Donc c'est important d'agir au moment où des choses se soudent. Puis aussi, important de mettre en place ce qui peut aider à la construction d'un couple, d'une famille. Tant on sait que les blessures des multiples expériences et aussi les traces de l'avortement peuvent vraiment
handicapés et blessés durablement dans les capacités de refaire confiance, d'aimer, de se redonner et de pouvoir plus tard fonder une famille. Donc, la première chose, je crois, c'est d'installer des conditions d'aménagement de la scolarité qui puissent être compatibles avec la grossesse. Quand il y a des maladies pour lesquelles des aménagements sont faits, une jeune femme enceinte ne bénéficie de rien et si elle ne peut pas assister au TD, elle est radiée et elle ne peut pas passer ses examens et il faut lui reporter ses études, ce qui est compliqué bien souvent sur le plan financier, vraiment compliqué. Je pense aussi à... souvent aujourd'hui on fait ses études dans une autre ville que celle où on a sa famille et se retrouver tout seul, même en couple avec un enfant, c'est pas simple. Avec un petit, surtout sur les horaires de cours coïncident pas forcément avec les horaires de garde, plus la solitude des jeunes parents face à toutes ces nouvelles découvertes d'un enfant. Et une vieille psychologue dont je me souviens plus le nom, mais qui est une vieille dame qui a 90 ans, disait il faudrait que chaque enfant puisse avoir une place en crèche attitrée et où la maman viendrait déjà et pourrait se tisser tout un relationnel de proximité pour l'épauler et apprendre à être maman et tisser des relations d'entraide. Ça pourrait être aussi quelque chose d'important. Voilà, je crois. Et je pense aussi c'est changer le regard. Pourquoi, dans les entreprises, une jeune femme enceinte, c'est parfois et le plus souvent difficile de l'annoncer. Mais c'est aussi que je crois que le poids de la grossesse pèse trop sur les entreprises. Certes, il y a la sécurité sociale donne un congé maternité qu'elle finance, mais le coût de l'absence, le coût du remplacement, il est porté simplement par l'entreprise et dans des petites entreprises particulièrement, c'est pas anodin et ça peut être vraiment compliqué. Et on peut être tout à fait pour la vie et très content que la charmante dame soit enceinte, mais c'est compliqué et avoir beaucoup de mal à l'assumer. Et là aussi, il y a certainement des choses à faire pour que la société porte une place plus large de ce soutien à la maternité. Il y a beaucoup de questions pour vous, Xavier Mirabel, sur l'objection de conscience. En voici une de Moulin. Y a-t-il un service d'écoute pour les soignants qui sont confrontés à ces questions de l'objection de conscience ? Il n'y a pas vraiment de service d'écoute officiel, mais à Vita, il arrive plein d'appels. Donc, Vita peut être un des lieux pour recevoir ces appels à l'aide, pour conseiller, mettre en relation avec soit moi, soit d'autres, ou des juristes, pour donner un coup de main, pour rassurer, et puis éventuellement, s'il faut orienter vers des moyens de défense un peu plus pugnaces, c'est heureusement rarement nécessaire. Mais oui, Vita est sûrement une des structures qui reçoit régulièrement ces demandes d'aide et qui les accompagne. Une autre question de Digne-les-Bains. Pour l'objection de conscience, nous opposons une conception de la dignité humaine différente de celle de nos détracteurs. Comment bien poser et définir la dignité de la personne ? C'est toujours une question délicate. L'autre jour, j'étais interrogé par un groupe d'étudiants là, et ils me disaient comment que c'est que la dignité en 3 secondes. En 3 secondes, c'est difficile. Enfin, c'est quand même que finalement, on est de la même famille humaine, quoi, qu'on est frères et sœurs. Et que s'il n'y a pas ça, à ce moment-là, on ne peut plus rien construire, on ne peut plus construire de société, on peut plus être... il n'y a plus de place pour les fragiles, pour les faibles. On construit un monde absolument épouvantable. Donc la dignité de la personne humaine, c'est ça au fond, c'est notre commune humanité et ça mérite d'être vraiment respecté et entendu. Alors après, que certains s'y refusent, oui, parce que la question de la dignité a été très pervertie par un certain nombre de discours. Je pense entre autres au discours de l'euthanasie, où on ne serait digne qu'indépendant, en pleine santé, ou même âgé mais capable de faire des voyages, des trucs, etc. Mais dès qu'on vit une forme de déchéance intellectuelle, physique, de limitation de ses moyens ou de dépendance, ça deviendrait insupportable et nous perdrions notre dignité. Donc là, il y a effectivement 2 visions de la dignité qui sont radicalement opposées et qui ne se réconcilieront jamais. Il faut aussi en prendre acte et défendre celle qui nous est chère. J'ai peut-être envie de poser du coup la même question de la dignité à Sophie et Cédric. Pour vous, qu'est-ce qui fait la dignité ? Qu'est-ce que c'est ?
grande question. Oui, c'est se dire que derrière ce regard, il y a une personne. Moi, c'est vraiment la question que je me suis posée, en tout cas. C'est vrai qu'on me disait, mais c'est plus ton mari. Regarde, parce qu'il était végétatif chronique au départ, avant de se réveiller. Et je me disais, mais non, mais Cédric, il n'est pas ailleurs, il est là. C'est vrai que c'est dur à exprimer avec ces mots, mais voilà, pour moi, c'était une évidence. Il était homme, il était là, il était derrière ce regard parfois absent, mais il était là, il n'était pas ailleurs. Et Duc d'Uel-Derville voudrait également intervenir. Du coup, je réclame la parole. C'est un peu le à bras ouverts qui m'y fait penser. Moi, je pense qu'il y a une expérience universelle que nous pouvons tous faire, que chacun fait un jour ou l'autre. C'est celle de l'émerveillement face, justement, au rayonnement de quelqu'un de plus fragile, quelqu'un qui est peut-être rejeté, écarté, exclu, qui ne fait pas partie de notre système de valeurs. Ça soit peut-être un migrant pour certains, une personne, je sais pas, des gens du voyage pour ceux qui sont sédentaires, ça peut être une personne porteuse de handicap, une personne très âgée, une personne qui n'en finit pas de ne pas mourir. Et un jour, on vit une expérience mystérieuse, qui est, je crois, profondément humaine et universelle, d'émerveillement. Cette personne-là m'apprend quelque chose de l'humanité d'absolument précieux, et qui va ensuite s'enraciner dans mes entrailles comme la preuve, au fond, que la dignité humaine rayonne spécifiquement au travers des plus fragiles. Et me renvoie aussi, je pense à mon ami Philippe Pozzo di Borgo, qui dit « Touchez-moi, moi l'intouchable, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité ». C'est-à-dire c'est le fragile en nous qui se découvre pleinement humain. Et ça, c'est une expérience qui n'est réservée à personne, qui est pour tous. Merci. Alors une autre question pour vous, je pense inspirée par le fait que nous avons évoqué votre dîner à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Eh bien, qu'est-ce que c'était ce dîner? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de politique sur la PMA et sur la GPA dans les mois à venir? Qu'est-ce qu'ils pensent de ces sujets? C'était des paupiettes de Lot, mais j'avoue que je m'en suis rendu compte après les avoir mangées, tellement j'étais concentré sur ce qui... C'était une quinzaine d'experts avec Madame Buzyn, ministre de la Santé, le président de la République et quelques conseillers, les représentants des cultes, pour ceux qui avaient pu se rendre là. Donc chacun s'est exprimé. Je dois dire que la plupart des autres experts ont revendiqué des transgressions très pointues, très spécifiques avec le temps qu'ils avaient, que ce soit la congélation, le transfert post-mortem des embryons, la gestation par autrui, l'insémination pour des personnes célibataires, voilà, la recherche, l'autocongélation des ovocytes pour des femmes jeunes, voilà. Et moi, je me suis retrouvé avec un des représentants des cultes à avoir une vision plus globale. Prendre la République à écouter pendant 3h30 avec beaucoup d'attention comme il sait le faire. Bon, il le refait encore récemment. Mais je dois dire, quelques jours après, au Vatican, il a pu dire à propos notamment du sujet un peu fort en débat, la procréation médicalement assistée pour des femmes n'ayant pas de partenaire masculin, qu'elles soient vivantes ensemble à deux femmes ou bien célibataires. Il a dit, puisqu'on peut le faire, puisqu'on sait le faire, pourquoi ne pas le faire? Et j'attendais rien de spécifique, mais je me suis vraiment dit, voilà, l'argument quand même qui est extrêmement basique, le contre-argument basique, c'est de dire confondre le faisable avec le bien, c'est vraiment catastrophique. Et donc, c'est plutôt une posture politique et je dirais un peu obscurantiste par rapport aux enjeux réels de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, je me suis juste dit, voilà, il y a eu une année de consultation avec des états généraux, avec effectivement 3 dîners à l'Élysée, un sur la fin de vie, un sur la bioéthique où j'ai dit ce que j'avais à dire pendant les 10 minutes que j'ai eues, avec ensuite une deuxième chance. Je me suis couché en me disant, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, derrière l'écoute attentive du président de la République, je crois qu'il y a aussi une posture qui a été décidée et qui ne changera que sous le rapport de force politique. Donc, d'où la nécessité de s'engager pour la justice en portant la voix des plus fragiles, l'intérêt supérieur de l'enfant, sans trop compter sur les systèmes de consultation qui sont parfois tout de même des leurs. On a pu le voir en tout cas au travers des états généraux. Un grand merci. Pour finir, je crois que nous avons un poète parmi nous et j'aurais juste envie de vous demander un mot que vous voulez nous laisser en cadeau pour la soirée à nos participants. Un seul mot, vous qui aimez les mots. Vous pouvez réfléchir un petit peu. Il faudrait qu'on éteigne les lumières, il est impressionné. Non.
Et il a écrit un très beau poème, Cédric. Ah, super. Qui s'appelle Joie. Et il peut peut-être vous dire la première phrase, qui peut résumer un petit peu. Pourquoi vouloir un plus à ce qu'on nous propose? Pourquoi bouder l'épine, ne vouloir que la rose? Si la réalité n'est triste ni heureuse, à vouloir changer, la rend belle. Pourquoi vouloir un plus à ce qu'on me propose? Pourquoi bouder l'épine, ne vouloir que la rose? Eh bien, un grand merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous donc lundi prochain pour notre dernière soirée autour du thème La vie sous conditions. Nous parlerons notamment de transhumanisme et puis d'antispécisme. Bonne semaine.